Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 73 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Rina Cohen. Bonjour Rina. Bonjour. Alors Rina, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'INALCO, département des études hébraïques et juives. Votre domaine d'enseignement est l'histoire du sionisme, mais aussi celle de l'État d'Israël, ainsi que les questions d'historiographie qui concernent ces domaines-là. Votre spécialité de recherche, c'est l'histoire aussi de la Palestine ottomane au XIXe siècle et bien sûr l'histoire israélienne. Et je ne pouvais pas rêver mieux comme intervenante pour présenter une des séries phares israéliennes, Israël qui produit ces dernières années beaucoup de séries. Une des séries phares, c'est Fauda. Est-ce que, pour commencer, Rina, vous pourriez nous présenter la série ? Bien sûr, je vous remercie. Alors, on a deux manières, deux possibilités de présenter cette série et toute la question sera justement dans ces deux présentations. La première est de présenter un ancien militaire d'une unité d'infiltrés, le chef, le commandant d'une unité, de cette unité, qui a pris sa retraite et qui s'est installé à la campagne pour devenir viticulteur. Et puis, il est rappelé au service parce qu'on considère que sa dernière mission n'a pas été, on vient de découvrir que sa dernière mission n'a pas été achevée, c'est-à-dire la personne qu'il était censé éliminer a survécu. Et c'est là, et en fait, toute la série, on peut dire, tourne autour de ce personnage héroïque, on va voir à quel point, qui s'appelle Doron Cabello. Une deuxième manière de présenter la série est de la présenter comme une série d'action, de suspense, ce qu'elle est, qui raconte en fait l'histoire d'une unité d'infiltrés qui a toujours dans chaque saison a une mission de liquider, en fait, d'éliminer un personnage qui est soit responsable d'actions terroristes extrêmement importantes, d'une grande ampleur en Israël, soit de les empêcher. Et à travers donc chacune des séries, on voit le déroulement des opérations, on voit les deux côtés, c'est-à-dire on voit l'unité des infiltrés, son fonctionnement, ses opérations, et en même temps, on voit l'autre côté, le côté de terroristes palestiniens. C'est une question de vocabulaire et de politique, des terroristes ou des résistants. Donc, dans la première saison, il s'agit de la traque d'un chef militaire du Hamas en Cisjordanie, une organisation qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, mais qui s'implante en Cisjordanie contre la volonté de l'autorité palestinienne, mais elle est d'une telle ampleur que l'autorité palestinienne est obligée d'en tenir compte. Abu Ahmad, dit la Panthère, dit dont son nom est Toufik Hamed, a été abattu et laissé pour mort lors d'une opération. Il est considéré comme responsable de plus de 100 morts, 100 tués israéliens. Et lors d'un interrogatoire, on découvre qu'il est toujours vivant. Et là, on appelle donc l'ancien commandant de l'unité à venir achever le travail. Et pendant cette saison 1, le Abu Ahmad en question, qui vit dans la clandestinité, est en fait en train de préparer son retour en puissance dans l'organisation d'une part, ce qui va créer des tensions au sein du Hamas en Cisjordanie, mais en même temps qui prépare c'est du moins ce que l'on croit, une attaque au gaz sarin en Israël. Bien évidemment, et la chose qui caractérise la saison 1 et les autres saisons, c'est la violence, la souffrance et la peur.
ceux-ci sont présents à chaque instant de la série. Donc, première saison, il y en a 3, dont la première date de 2015, la deuxième de 2017, la troisième de 2019, bien scandée tous les 2 ans. La deuxième saison, donc à la fin de la première saison, comme il y a une prise d'otage israélien du côté du Hamas, du côté de Abu Ahmad, l'unité des infiltrés va prendre en otage, en vue de libérer le leur, l'autorité spirituelle du Hamas en Cisjordanie, qui est le Cheikh Abdallah. Et le Cheikh est la fille d'Abu Ahmad. Et bien sûr, non pas bien sûr, mais l'échange avorte. Abu Ahmad, autour de la taille duquel on avait mis une ceinture explosive, bien sûr, va mourir. Et en fait, cette fin de série sera le début de la deuxième saison, qui est le fils de Cheikh Abdallah, qui est à l'étranger, qui va revenir pour prendre la vengeance de son père. Or, Nidal, de son prénom, qui s'attribue le titre de Taïf el-Makdassi, les arabisants, c'est lié à la question religieuse, qui est affilié, qui se revendique du Hamas, mais en fait, qui a été formé, ou du moins c'est ce que laisse entendre la saison, a été formé par Daesh. Hamas craint la prise de pouvoir religieux en Cisjordanie par Daesh et donc son évacuation. Toutes ces questions-là planent, elles ne sont pas dites clairement, sauf au détour d'une petite phrase qui, on peut se poser. Enfin, le téléspectateur israélien politisé ou universitaire peut en permanence se poser la question: que comprend le téléspectateur non initié à ces questions-là, sauf si c'est qu'il y a un grand désordre et il y a des grands problèmes politiques au Proche-Orient. Donc, je referme cette parenthèse, la deuxième saison, Nidal, donc Abdallah, le fils du Cheikh Abdallah, veut prendre sa revanche et en fait, très jeune, très beau, charismatique, va s'entourer de quelques étudiants de l'université de Naplouse, si ma mémoire est bonne, qui vont le suivre et qui auront l'idée de faire un grand attentat en Israël, non coordonné bien sûr avec le Hamas. Bien sûr, l'opération va échouer, bien sûr, l'opération va échouer parce que l'un des étudiants qui sont dans l'entourage de Nidal est le fils du responsable de la sécurité de l'autorité palestinienne. Et ce sont les services secrets, donc des infiltrés israéliens, on va y revenir peut-être sur cette structure, collaborent et échangent des informations avec leur équivalent côté palestinien, et c'est eux qui ont fait, préviennent Abu Maher, donc le responsable, que son fils est dans le groupe de Nidal Abdallah. Donc, sous le questionnaire et dans toute une dynamique familiale entre le chef des services et son fils, l'opération est révélée et va échouer. Et bien sûr, ce sont les Israéliens qui vont avoir gain de cause. Ce qui est très intéressant, c'est que je prends ces 2 épisodes à part par rapport à la troisième qui se déroule à Gaza,
et du coup à des tas d'autres données et éléments dont il faut tenir compte. Quand on commence à regarder cette série, a priori, on voit tout de suite les deux Israéliens, l'unité des infiltrés et l'organisation du Hamas mise face à face, côte à côte, à égalité. Des deux côtés, nous avons des personnages engagés dans la cause. Notre héros côté israélien est bien sûr Doron Cabello, qui ne sera pas longtemps viticulteur, ne le sera plus en fait après la première séquence. Et en face, à chaque saison, un personnage à abattre côté palestinien. Alors, quand je dis côté palestinien, j'entends bien, c'est toujours le Hamas, la branche religieuse extrémiste qui est en rivalité permanente avec l'autorité palestinienne et qui a le pouvoir, bien sûr, à Gaza. La raison pour laquelle j'ai dit ce que je viens de dire. Or, quand on met à rivalité et à égalité les Israéliens et les Palestiniens, dans la configuration que je viens de préciser, nous avons quand même une situation inégale dans la réalité, qui n'est peut-être pas perçue comme telle par le téléspectateur non initié. Nous n'avons pas une situation d'égalité, nous avons une situation d'occupation. La série est une série israélienne destinée à des téléspectateurs israéliens qui, même s'ils ne connaissent pas tous les détails, comprennent ce qui s'y passe. Je laisse pour tout à l'heure la question de qu'est-ce que les Israéliens peuvent apprendre de cette série. Donc, tout ça, ce sont des éléments desquels il faut tenir compte tout au long de la série, parce que des deux côtés, nous avons cette violence permanente qui nous empêche de nous détendre devant cette série qui n'est de loin pas une série d'évasion et de détente qu'on regarde le soir pour le plaisir, mais elle a un côté envoûtant et attachant qui fait que c'est qu'on attend déjà la saison 4 qui est annoncée. Rina, pour aller un peu plus loin dans votre inscription, est-ce que vous pourriez, pour nous, téléspectateurs, justement, j'allais dire occidentaux, qui peut-être, vous l'avez dit, ne sont pas initiés, nous présenter le contexte historique et politique entre Israël et la Palestine, pour peut-être resituer bien les différents personnages et aussi les différentes organisations dont vous avez parlé, hein, l'autorité palestinienne et le Hamas. Alors, comment on peut appréhender cette question-là qui est, je sais, très compliquée? Vous me donnez combien de temps? Un semestre ou trois? Je vais commencer par à quel moment? Je vais essayer de deux phrases sur l'histoire plus éloignée. Comme vous le savez, l'État d'Israël est fondé en 1948, décidé par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui date de 6 mois plus tôt. Cette résolution parle d'un partage de la Palestine de deux États avec un tracé de carte. L'État d'Israël a été autoproclamé, a été créé, et l'État de Palestine ne l'a pas été. Ce qui est considéré par l'indépendance et la création de l'État d'Israël est la Nakba palestinienne. Nous avons deux récits différents. Deux récits, et comme vous avez mentionné, les questions d'historiographie sont ma préoccupation, qui sont très importantes à comprendre. Ce qui est important à retenir pour la rapide présentation que je fais, c'est que avec la création de l'État d'Israël en guerre, en conditions de guerre, la population palestinienne va être chassée de certains endroits, va fuir dans d'autres, et il y aura beaucoup, bien sûr, de morts au combat. La population, sur les
si vous voulez, sur les 1,8 million habitants de la Palestine mandataire, c'est-à-dire avant 1948, nous avons 650 000 juifs et le reste sont des Arabes. Au lendemain de la guerre, nous avons toujours les 650 000 juifs et il nous reste 150 000 arabes. Ce sont des chiffres acceptés par tout le monde. Je ne vais pas rentrer plus loin dans cette question, toujours très polémique. Mais la population arabe de Palestine va être amenée à s'installer en Cisjordanie et en Jordanie dans des camps, pour la majorité, dans des camps de réfugiés. En 1967, avec la guerre de 1967, Israël va occuper la Cisjordanie et la bande de Gaza et va reprendre sous son autorité militaire d'abord toute la Cisjordanie. Je parle que de la Cisjordanie, je ne fais pas abstraction de Gaza, mais ça me sera plus simple pour faire plus vite. Donc nous avons toujours les camps de réfugiés en Cisjordanie. Une partie des habitants de ces camps vont fuir à nouveau en 1967 vers la Jordanie, mais les camps vont rester là, dont le camp de Daharia, où commence la saison 3 de la série, où Bachar s'apprête à devenir boxeur. Pour faire vite, le régime, donc la Cisjordanie est sous le régime militaire. Le processus de paix entamé à petite voix à la fin des années 70 et surtout dans les années 80 va donner lieu aux accords d'Oslo considérés comme des traités de paix. En fait, les accords d'Oslo conclus en 93 puis signés en 95 à la Maison Blanche sont en fait un accord de principe entre Israël et l'OLP qui représente les Palestiniens. Quand je dis les Palestiniens, ça aussi c'est un terme relativement vague parce que nous avons les Palestiniens d'Israël. C'est le terme qu'utilise de plus en plus la population arabe israélienne, puisqu'ils se sentent partie de la population palestinienne. Donc, différentes étapes de cet accord sont la reconnaissance, l'abandon du terrorisme, le retrait d'Israël d'une partie des territoires et la création de l'autorité palestinienne pour une période de 5 ans. Je parle de c'est décidé en 1995. Donc, et il est décidé qu'après le retrait israélien, tous les pouvoirs concernant l'éducation, la culture, la santé, seront dans les mains de l'autorité palestinienne et qu'il y aura une création d'une police palestinienne. Et Israël reste responsable de toute la question de sécurité. Et du coup, est aussi responsable de la sécurité des Israéliens qui vivent dans la région, c'est-à-dire les colons. Et il est décidé que 3 ans plus tard, un traité permanent sera signé. Il le sera en 1995, un mois avant l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Ce qui est décidé, et c'est là où on arrive à notre histoire, que la Cisjordanie va être divisée en 3 zones. Les cartes se trouvent un peu partout en ligne. La zone ABC, dans l'une, c'est le pouvoir, c'est l'autorité palestinienne qui contrôle tout. La zone B, c'est la zone contrôlée par les deux, bien sûr, la question de la sécurité israélienne, et la zone C est contrôlée entièrement par Israël. Dans les déclarations de Yitzhak Rabin avant son assassinat, le but des accords était empêcher Israël de devenir un État binational, c'est-à-dire où la majorité de la population soit arabe, vu le taux de natalité, etc. Un autre, puisque Rabin a une opposition
d'ailleurs, on l'a bien compris par son assassine, de la droite israélienne. Donc reste la question donc, de Jérusalem, l'unité de Jérusalem, Israël du point de vue israélien, Jérusalem a été unifiée et l'autorité palestinienne n'est pas censée devenir un État, mais une entité. En 97, donc Netanyahou va signer l'accord de Hébron qui va dans ce sens-là, mais qui n'a jamais abouti jusqu'au bout. Nous arrivons à la deuxième révolte populaire. Il y en avait une révolte populaire palestinienne, il y a eu la première intifada en 1987, la deuxième date de l'an 2000, et en fait, à partir de ce moment-là, tout retrait d'Israël des questions de sécurité des territoires est annulé. C'est-à-dire qu'Israël était censé donner les pouvoirs à la police palestinienne, et donc le gouvernement Netanyahou de 2000, juste avant l'élection, va l'annuler à la suite d'une très grande opération militaire qui a été faite en représailles, bien sûr, c'est ça, c'est le schéma classique, à une action terroriste en Israël. C'est-à-dire que toute la question de la sécurité, ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans la série et pourquoi nous avons un des personnages parfaitement amusant, responsable des questions de police, sécurité et services secrets. Donc, Israël ne se mêle pas de ce qui se passe dans les territoires officiellement en matière de gestion, taxation, culture, seulement en question de sécurité. Or, l'autorité palestinienne, je parle du pouvoir, du gouvernement, entre guillemets, ce n'est pas un État, il faut le rappeler en permanence, nous n'avons pas un État palestinien, est composé de gens qui sont des héros de la résistance, du point de vue palestinien, héros de la résistance palestinienne, qui ont fait partie des différents mouvements et qui sont devenus des notables, c'est-à-dire que le pouvoir, l'autorité palestinienne, a créé sa propre administration, sa propre bureaucratie, qui très vite a une image et est accusée de corruption, de se servir dans la caisse, et en fait, au grand désespoir de l'ensemble de la population. Donc, en 87 est créé ce mouvement qui est le Hamas, inspiré par... C'est une branche qui, pour ne pas aller plus loin en amont, une branche des frères musulmans, etc., inspirée par l'Égypte. Le but de Hamas, fondé en 87, est de créer un État palestinien religieux dans toute la Palestine. Et le Hamas, je donne les éléments importants pour comprendre la série, et le pouvoir du Hamas est réparti en 3 branches, si je peux dire. La branche politique, la branche civique, c'est-à-dire tout ce qui est la charité, les dispensaires, distribution de nourriture, écoles, etc. Et la branche armée, qui elle aussi est répartie en 2, et c'est cette branche armée que nous voyons surtout à Gaza qui est contrôlée par le pouvoir du Hamas, et aussi un petit peu en Cisjordanie. Donc, en 2006, nous avons des élections, et c'est le Hamas qui arrive en tête. Le Hamas arrive en tête aux grandes dames des pays occidentaux, d'Israël, et il y a une volonté de boycotter ce régime. Il y a des tentatives de négociation qui, j'insiste, la version courte, qui n'aboutissent pas.
Et en fait, nous avons une coupure officiellement, une non-communication, non-collaboration entre l'autorité palestinienne et le Hamas, qui tous sont sur le même territoire. Et en 2007, le Hamas prend, dans des combats, prend le pouvoir à Gaza. Le Hamas, et bien sûr, touche de l'argent. Je n'ai pas les sources, je sais ce que disent les médias, du Qatar, parfois de l'Arabie Saoudite, parfois de l'Iran. Je suis incapable de donner une information plus fiable que celle des médias. Donc, en 2007, le Hamas prend le contrôle de Gaza. En 2014, il y a des accords de réconciliation entre le Hamas et le Fatah qui n'a pas été réalisé. Or, c'est le Hamas qui va procéder aux différents attentats qu'on va connaître en Israël depuis 1993, qui sont très souvent, dans la plupart des cas, suivis par des représailles israéliennes, de l'armée israélienne. Donc Israël pratique, ou du moins c'est ce que disent les médias, ce qu'on appelle des attentats ciblés. Bien sûr, le terme à la mode, c'est des dégâts collatéraux, parce que ce ne sont pas seulement les personnes visées par les attentats ciblés qui sont tuées. Et Israël procède à l'élimination, enfin c'est le but qui est donné aux différents chefs du Hamas, dont le plus connu est l'assassinat du chef Yassin, l'autorité religieuse du Hamas à Gaza. En 2014, les services secrets israéliens ont démontré toute une infrastructure du Hamas en Cisjordanie en vue de prendre le pouvoir. Alors, tout ce que je vous dis là, ça se trouve sur n'importe... Vous pouvez grosso modo le trouver sur n'importe quel site en ligne. Il n'y a rien de secret dans tout ça. Ce qu'on ne sait pas pour le Hamas, c'est comment fonctionne... on n'a aucune information dans les médias, évidemment, sur le fonctionnement du Hamas. On sait qu'ils ont des unités très bien armées, comme on le voit dans la série, qu'il y a des unités de marine, de l'air, et qu'il y a des créations de ce qu'on appelle des unités d'élite, que d'ailleurs on parle essentiellement dans la saison 3 quand on parle des unités et des opérations et des groupes Nourba. Donc, Nicolas, quelle était la suite de votre question? Je vous demandais, Rina, si justement par rapport à cet enchevêtrement assez compliqué, vous avez commencé à nous présenter l'historique, Oui. voir aujourd'hui les forces en présence véritablement dans les deux territoires palestiniens. Tout à fait. Alors, nous avons dans le territoire, en fait, dans ce qu'on voit dans la série, parce que nous parlons en fait de la série, mais nous ne pouvons pas faire abstraction de la réalité. Du moins, moi, je ne peux pas faire. Nous avons l'autorité palestinienne qui est à peu près plus ou moins certaines fonctions du gouvernement, comme je viens de vous l'expliquer. Nous avons des responsables de la sécurité, c'est-à-dire l'autorité palestinienne telle qu'elle fonctionne a été mise en place en accord avec Israël, en accord avec les différents accords signés en présence américaine, mais nous avons aussi toutes les infrastructures du Hamas que je viens de préciser, c'est-à-dire branche politique, branche armée et bien sûr branche dissidente. Et ce que la série met en avant
et de plus en plus, on le voit aussi dans la saison 3, c'est le rôle joué par le Hamas qui est, qui est, qui est d'une plus grande, enfin, qui est le plus extrémiste en Cisjordanie. Donc, nous avons une structure de service secret. Nous voyons la branche armée du Hamas, qui obéit aussi en permanence à l'autorité suprême, qui est la branche religieuse. Et nous avons bien sûr donc cette autorité, ce pouvoir religieux, cette autorité religieuse qui joue un rôle essentiel de juge, de base idéologique, etc. Un autre élément qui est très important, dont il faut tenir compte, et on le voit, c'est, et on le voit aussi dans le jeu des acteurs, l'aura et le respect desquels bénéficient certains personnages. Et en général, ceux qui ont purgé des peines dans les prisons israéliennes. Et encore une fois, ça aussi, ce n'est pas un secret, dans les prisons israéliennes, il y a une répartition qui se fait en fonction de l'organisation à laquelle on a appartenu avant de rentrer en prison. La saison 3 commence par la libération du père du boxeur qui célèbre son départ en faisant un immense plat de knafé pour l'ensemble de la cellule, c'est-à-dire des gens du Hamas. Et en sortant, il fait partie de ces... Comme il a été en prison, il jouit, et de longues années, apparemment, il jouit de cette aura de vieux combattant et d'autorité respectée. C'est-à-dire que nous avons cette aura de vieux combattants. Et du coup, héros de la cause. Ça, c'est côté palestinien. Et dans la série, en fait, puisque, comme j'ai précisé dès le début, on nous montre côte à côte ou face à face deux réalités qui racontent la même histoire, mais des deux points de vue différents. Nous avons la structure israélienne. Qu'est-ce que nous voyons côté israélien? Nous voyons en miroir. À un moment, en saison 2, si ma mémoire est bonne, nous voyons l'intervention du ministre de la Défense, qui a mis ou qui a fait des opérations avec le responsable de l'unité des infiltrés. Nous voyons les unités militaires sur le terrain qui collaborent avec l'unité des infiltrés. Nous voyons l'unité, enfin, c'est pas dit, mais les Israéliens connaissent les unités cyber qui sont là dans la collaboration et le coordonnateur des relations et des actions dans les territoires. C'est-à-dire que tout se passe dans les territoires. Nous avons quasiment que très peu de séquences qui se déroulent en Israël et toutes se déroulent dans un milieu fermé, personnel. Nous avons deux seules séquences qui se déroulent ouvertement. C'est en saison 1, quand Amal, la mariée qui a perdu son mari au moment du mariage, encore une fois, dégâts collatéraux, quand l'unité d'infiltrés voulait tuer la panthère, et elle décide qu'elle va faire une opération suicide. On laisse entendre que c'était la vive, mais c'est en fait dans un bar branché. Et comme elle arrive
avec le visage défait au bar, il est tout à fait normal que la barman lui dise « Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ?» Puisque ces questions-là sont les questions du genre sont très présentes dans les débats publics israéliens. Donc, le bar branché est un Israël qu'on voit, et la deuxième séquence, et la dernière, c'est quand Abu Maher, le chef des autorités, le responsable de la sécurité de l'autorité palestinienne, emmène son fils dans un café au bord de la mer à Tel Aviv, là c'est clair, pour essayer de lui montrer que même s'il va s'attaquer à Israël, il ne pourra pas détruire Israël, et en lui disant, il lui montre les buildings, les tours de Tel Aviv, en disant, là, il y a des gens qui veulent vivre, ils ne se laisseront pas détruire par le Hamas et par l'action préparée. Ça, ce sont les deux seules séquences que nous voyons d'Israël. Le reste se passe dans les territoires. J'allais vous poser la question suivante, Rina, autour de la conception de cette série. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'on peut y en percevoir? Vous avez commencé à l'évoquer, mais dans la création sérielle israélienne, en quoi Fauda, c'est une réelle nouveauté? Oui, c'est la question en fait sur laquelle je voudrais me focaliser. La nouveauté de Fauda. Sans faire l'histoire de la télé israélienne, vous savez que de temps en temps, on voit apparaître des séries israéliennes qui se vendent à l'étranger, qu'on peut voir déjà sur nos ordinateurs, mais aussi à la télé française. C'est la première fois, mais c'est la toute première fois, il faut insister là-dessus, qu'on voit les Palestiniens des territoires dans une série israélienne de prime time. En Israël même, hein, je parle du territoire israélien hormis la Cisjordanie, nous avons 2 millions, grosso modo 2 millions, 20% de la population, 2 millions d'Arabes, des Palestiniens d'Israël, et sur eux, il y a eu, il y a quelques années, une seule série. Je parle de série de prime time, je ne parle pas du créneau des émissions arabes. Une série humoristique très bien faite, très populaire, qui s'appelait Travail arabe, et où on parlait hébreu arabe mélangé comme ça se passe en Israël. Donc, cette série, je parle de Fauda, c'est la première série où on voit des Palestiniens en Israël. C'est-à-dire que nous avons des Israéliens qui n'ont jamais vu des Palestiniens des territoires. Il faut penser que cette série est d'abord, bien sûr, le succès, et on pourrait en parler de la réception éventuellement, mais cette série est d'abord destinée au public israélien qui ne le connaît pas. Et d'ailleurs, les concepteurs ont été surpris, disent-ils, je peux dire. Donc, c'est une série d'abord sur le conflit israélo-palestinien. Et en tant que tel, le conflit est toujours difficile à regarder. Alors, je dis la phrase et je dis le contraire. Et en même temps, le conflit est totalement absent de cette série. C'est la première fois que les Israéliens rentrent dans le territoire, dans le mode de vie de Palestine. Et la série, en fait, révèle de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on voit des reportages. Effectivement, la série est filmée partiellement comme un reportage. D'apparence, quand on regarde la série en non-initié, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une série qui montre les deux côtés. Les deux côtés à pied d'égalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de réelle symétrie. Nous avons une focalisation sur des gens qui, quelque part, ont une idéologie, bien sûr,
État islamique. De l'autre côté, c'est notre pays, on l'aime, il y a une cohésion. Il y a aussi une question très intéressante qui est la cohésion et l'unité que les Israéliens affichent et qui, là, d'une certaine manière, montre, je ne dirais pas qu'elle vole aux éclats, mais on voit des failles. Donc, nous avons des héros, deux héros, un héros de chaque côté, et au fur et à mesure qu'on avance, on voit que c'est en fait des combats entre guillemets, le lonesome cowboy face à l'autre, des gens qui commencent comme des combattants, et puis ils se focalisent sur leur but, et en fait, on arrive à des héros qui sont animés par le but à atteindre, la vengeance, en perdant tout sens, en perdant contact avec la réalité, en étant même prêt à aller jusqu'à sacrifier ce qui leur est le plus important, en mettant en danger leurs propres enfants. Et ils sont tous, éventuellement, on va dire deux mots là-dessus, des pères de famille très attachés à leurs enfants, très attachés à leur famille. C'est-à-dire que cette série ne nous montre pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, qui que ce soit. Nous voyons des personnages à plusieurs facettes qui tiennent compte qui ont des amours, qui ont des déceptions, des trahisons, des parents, des amours interdits, mais le tout est dominé par l'action, la peur des deux côtés. Soudain, si on se place du côté israélien, le Palestinien, même s'il a une personnalité, il a une personne, il a une vie, n'est pas seulement l'ennemi. Soudain, on voit dans quelles conditions les Palestiniens vivent dans leur territoire. Nous voyons, je voulais dire plus tard, les femmes qui sont couvertes, parce que d'une façon ou d'une autre, elles ont tous adhéré, par leur famille, par leur mari, au Hamas. Mais dès qu'elles sont chez elles se découvrent. Et dès qu'elles partent à l'étranger, elles se découvrent. C'est-à-dire cette rigidité, cette oppression que les Israéliens les Israéliens juifs croient voir de l'autre côté, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique, et surtout elle est conditionnée par des conditions de vie extrêmement dures, où tout le monde est épié par tout le monde, où la marge d'action, où la marge de liberté, somme toute, est particulièrement réduite, et le rêve est partir à l'étranger. Et ce rêve est exprimé à plusieurs reprises par des personnages secondaires. Les héros, encore une fois, la question de la nouveauté. Les héros ne sont pas, comment dire, nous n'avons pas d'un côté des héros à valeur morale, respect de la dignité humaine. On a vu des deux côtés la torture. Des deux côtés, on voit comment on utilise la population civile comme plus ou moins bouclier. Mais la série montre, bien sûr, un parallélisme permanent entre les différents personnages. Un autre élément, l'unité des infiltrés. La série révèle ce que tous les Israéliens croient connaître. On connaît l'existence de ce genre d'unité, mais on n'en parle pas. Ça, c'est une nouveauté. Pour la première fois, ils sont sur le devant de la scène.
on n'en parle pas et on ne le met pas en image. Et là, pour la première fois, on le met en image. Dans la presse israélienne, surtout après la première saison, il y a eu beaucoup d'interviews sur est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable. Alors tout dépend de la couleur du média. Grosso modo, plusieurs des éléments sont des éléments fiables. Et surtout, il y a une remise en question, une individualisation des personnages et de ce collectif qui apparaît uni face à l'autre, d'une union nationale de deux côtés. Ça, c'est une chose importante. Une autre question que je classe dans la nouveauté, c'est la manière où la série est réalisée. On voit bien que des parties entières de la série sont réalisées comme des reportages, des bouts en couleur, des bouts en noir et blanc. Donc la série est filmée, enfin, pas la série, on voit un drone traverser le mur. Et quand le drone traverse le mur, il traverse toujours d'Israël vers la Cisjordanie. L'image est donnée en noir et blanc, comme l'image informatique des unités de cyber dans leurs locaux. Et nous avons toujours un sous-titre, un titre qui nous dit quel est l'endroit, où il se situe et quelle est sa fonction. Dans la série 3, par exemple, on nous montre le camp, on nous montre un bâtiment, on nous dit que c'est le QG du Hamas et on nous dit exactement où cela se trouve. Je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas, mais ça donne un sentiment de fiabilité quant à la série. Donc il y a ce jeu de noir et blanc, ce côté de parler d'unité secrète, et en fait, on connaît. On a l'impression d'aller dans un terrain qu'on connaît, même si on ne l'a jamais vu. Et soudain, cette vie dans les territoires devient une réalité pour les Israéliens. Que voit le téléspectateur non initié? Il voit, comme je l'ai suggéré déjà, un combat entre deux bandes de mafieux. Pour le téléspectateur israélien, le conflit est l'éléphant blanc qui est toujours dans la salle. Et ça, c'est extrêmement. C'est très intéressant votre présentation là-dessus sur les nouveautés et comme c'est nouveau, comment cette série a été reçue en Israël et aussi peut-être à une échelle plus large, internationale, puisqu'elle est sur Netflix et elle fait partie des séries qui sont parmi les mieux diffusées sur Netflix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la réception, Rina? Oui, très très important. Là, dès le début de la première saison, c'est un très grand succès israélien. Je suis incapable de mesurer le succès sur Netflix, mais je pense que c'est facile à évaluer. C'est un grand succès aussi dans les territoires occupés. C'est un grand succès dans le monde arabe. Hamas a mis le lien vers la série sur son site, tout en disant, tout en critiquant négativement, bien sûr, la série. Une des choses qui est très importante, c'est que la série, quand on la regarde, je suppose pas, c'est très évident,
je pense qu'il y a un côté curiosité qui apparaît dans le monde arabe pour voir comment ça fonctionne, comment ces infiltrés fonctionnent en Israël. Et c'est peut-être ça qui fait le succès chez eux. On sait que c'est vu, les concepteurs de la série l'ont dit, ils reçoivent des courriers, des mails, des informations de pratiquement l'ensemble du monde arabe avec des questions, il y a plein d'anecdotes dessus. Il y a une hausse des élèves israéliens qui choisissent l'arabe comme langue au lycée. En revanche, contrairement à d'autres séries qui sont diffusées, séries israéliennes qui sont diffusées sur Apple TV et sur Netflix, où il est question de services secrets, nous n'avons pas d'informations s'il y a une hausse dans les demandes d'adhésion à, à, à ces services. Encore une fois, c'est une grande curiosité aussi côté israélien de découvrir, comme je viens d'anticiper tout à l'heure, la réussite en Israël. C'est vraiment la série dont on attendait la troisième saison. Elle a été retardée à cause du confinement. Je pense que c'est aussi le cas pour la quatrième. Un exemple d'attitude israélienne, bien sûr, ça a été filmé en Israël. Moi, j'ai rêvé que c'était. Personnellement, quand j'ai vu au début les premiers épisodes, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir Naplouse. Et non, on ne voit pas Naplouse, on voit Kfar Kasem, qui est un village arabe en Israël. Et c'est là-bas qu'une bonne partie des séquences de village, puisque Kfar Kasem est déjà un très très grand village, voire une ville, des jeunes du village sont venus voir les réalisateurs en disant on aimerait avoir un petit rôle. Alors on leur a dit, mais vous voulez dire, on peut vous trouver une aperçu, enfin, que vous soyez dans le toile de fond comme membre du Hamas, et ils ont dit non, on ne veut pas jouer les rôles du Hamas, nous voulons jouer les rôles des infiltrés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement captivant qui a transformé quelque chose. La question qu'on peut poser est quelle transformation une série télévisée, dans le sens large du terme et dans le sens pratique, pourrait donner. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. L'arabe est la langue de l'ennemi en Israël. Il ne faut pas l'oublier. La langue de l'ennemi, ce qui pose quand même pas mal un problème assez important à une partie de la population israélienne qui est originaire d'un pays arabe. Mais je laisse cette question de côté éventuellement j'y répondrai si vous le souhaitez. Quand on regarde, même sur Netflix, l'affiche, il y a écrit Fauda en arabe, non pas en hébreu. Et dans la campagne de pub de la saison 2 ou 3, je ne me souviens plus, en Israël, des villes on a vu partout des affiches de Fauda en arabe, ce qui est inconcevable. Alors, il faut rappeler que jusqu'en 2018, l'arabe était la deuxième langue officielle israélienne. En 2018, la Knesset, donc le Parlement israélien, a voté son changement de statut, c'est-à-dire l'arabe a perdu son statut de langue officielle et est devenu une langue préférentielle.
on peut voir les implications politiques extrêmement importantes que cela a. Donc, on se retrouve dans une situation paradoxale où, aujourd'hui, dans la réalité sociale et culturelle israélienne, où nous avons une quête identitaire, et la question identitaire est extrêmement importante dans toute la vie, dans la vie de toute société et dans les questions des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences sociales. D'une part, dans cette revendication identitaire, les Israéliens juifs revendiquent donc leur histoire d'origine, c'est-à-dire la langue, la culture, etc. Et paradoxalement, sur le plan politique, l'arabe le Parlement donne un message, l'arabe n'est plus une langue officielle. Elle n'est plus retirée complètement, mais elle n'est plus une langue officielle israélienne. Donc, ce n'est pas tout à fait la question de la réception, mais ce sont des questions qui sont évoquées par les concepteurs de la série. Et ils en parlent beaucoup dans les différentes interviews qu'ils ont données à la suite. Rina Cohen, est-ce que quand on regarde Fauda, on voit deux sociétés, bien sûr, la société israélienne et la société palestinienne? On voit que ces sociétés, bien sûr, sont rivales à la fois politiquement, mais aussi, on pourrait dire, même religieusement. Et pourtant, quand on regarde les cultures, elles ne sont pas si éloignées les unes des autres. Elles sont quand même proches, c'est quand même une région qui a une culture très composite, qui est très hybride. Et vous avez parlé aussi tout à l'heure des questions de la langue, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même entre les deux sociétés israéliennes et palestiniennes à la fois des oppositions, mais aussi de nombreux ponts dans lesquels elles se rejoignent. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'essentiel de la série, c'est le regard, enfin le terme que nous utilisons un petit peu dans toutes les sciences humaines aujourd'hui, le regard sur l'autre, c'est-à-dire le regard que les uns portent sur les autres. Il faut quand même rappeler très très rapidement que tout se passe dans un mouchoir de poche. Nous parlons tout le territoire d'Israël et les territoires, c'est-à-dire et Gaza et la Cisjordanie, nous parlons d'un territoire qui fait 28 000 km². Gaza seul fait 41 km, 41 km². C'est-à-dire, c'est très très petit. Et cette proximité, en fait, comme il faut tenir compte, ça se passe à 20 km. Enfin, ce qui se passe en Cisjordanie se passe à 20 km pratiquement du centre d'Israël. Donc, à 20 km, et en même temps, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, la seule image qu'on a, c'est d'une société soudée de part, et donc surtout côté israélien, et on ne voit pas l'autre. Ça, c'est la première chose. Alors, vous avez raison de poser la question société rivale, mais rivales, mais où en sont-ils? Donc, comme on a dit déjà, ce n'est pas seulement la question de la langue. De loin, pas seulement la question de la langue. Nous avons bien vu que le fonctionnement humain est quasiment identique des deux côtés. C'est-à-dire, nous avons les héros, nous en avons parlé, mais nous avons des gens qui veulent vivre et des gens qui veulent vivre normalement. Nous voyons aussi à quel point il y a cette similitude. C'est-à-dire, notre troupe d'infiltrés, quand elle se prépare pour aller en action, ou même quand ils sont au repos, ont exactement les mêmes comportements. C'est-à-dire qu'ils ont adopté la musique, ils ont adopté la gestuelle, le langage corporel, au point qu'on se demande, quand on voit la série, je suis sûre que le téléspectateur non initié ne sait pas qui est qui et qui vient de quel bord. Justement parce que il y a une influence d'un côté sur l'autre et inversement. Donc,
nous avons la cohésion familiale, la clanique ou familiale. D'un côté, nous avons, côté palestinien, nous avons la famille au complet, nous avons la référence au clan, nous le voyons beaucoup à Gaza, à la troisième saison, quand un compatriote, un collègue de cellule de Jihad Hamdan, qui lui dit « Viens vivre à Gaza, tu seras sous la protection de mon clan ». Lui-même n'est pas Hamas, apparemment, mais il a un clan important à Gaza, et il veut accueillir donc Jihad Hamdan et son fils, Bachar, dans le clan. Ma maison est ta maison, quoi. Ne cherchons pas d'où ça vient, hein, culture du désert, etc. Mais il y a ce côté, d'une part, la famille, d'autre part, le contrôle social. De l'autre côté, nous avons bien sûr plus ou moins les familles, mais nous avons aussi ceux qui jouent un rôle de solidarité familiale, ce que moi j'appellerais la solidarité, la fraternité des combattants. L'unité fonctionne comme une famille. On se serre les coudes dans les moments difficiles, surtout. Nous voyons des deux côtés une préoccupation, enfin, la face humaine des infiltrés, des terroristes, enfin, tout dépend. Je ne pèse pas mes mots ici. La préoccupation des enfants. Le grand chef qui fait peur, celui qui coordonne l'action israélienne dans les territoires, Abou Ayoub, en permanence appelle ses fils pour vérifier qu'ils ont mangé. Voilà. Et on le voit à plusieurs reprises avec d'autres personnages qui sont pères de famille. Et la saison 1 commence pratiquement avec le chantage qu'on s'adresse à un ancien prisonnier, Ali, je pense qu'il s'appelle, qui sort de prison, qui a une fille malade, et on lui dit viens la soigner en Israël. Il a dit non, on a tout ce qu'il faut là. Et là, toujours le même personnage, Abou Ayoub, qui dit mais tu as une fille, moi j'ai 5 enfants, si quelqu'un ferait quelque chose je ferais tout pour mes enfants. Et c'est là qu'il lâche, qu'il se met à collaborer. Ce sont des choses, c'est-à-dire on voit vraiment un côté totalement humain qu'on trouverait dans n'importe quelle société, et certainement pas ce côté humain de part et d'autre. Et en fait, on a plusieurs moments, je n'ai pas le temps de les déballer ici, de tendresse avec avec des personnages des deux côtés. Un moment fascinant, non, mais un moment important. Voilà, au début de la 3e saison, Jihad Hamdan se prépare à sortir en prison et il célèbre ça avec ses camarades de cellule. Il prépare une pâtisserie, le canapé, et il invite le gardien de prison à partager avec eux, et ils se saluent et ils s'embrassent. C'est-à-dire que le côté humain perce tout. Et en même temps, encore une fois, on reste, c'est-à-dire qu'il y a des points de jonction, il y a des points de rencontre, mais on n'oublie pas qu'on est des ennemis. C'est pour faire donner la version courte. Des deux côtés, en plus, je voudrais ajouter un élément, nous avons une société patriarcale où les femmes ont un rôle secondaire, c'est-à-dire une structure pyramidale dans laquelle tout le monde connaît sa place sans qu'on ait à se parler. Mais ça, ce n'est pas propre, je pense, à la société palestinienne ou israélienne juive. Voilà. Et maintenant, Rina, qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement sur ce qui est les personnages, surtout les Israéliens? Est-ce qu'ils sont représentatifs véritablement de la société? Je ne répondrai pas directement à votre question.
représentatif. D'abord, ce sont les personnages dans leur mission. C'est une unité d'élite. Nous avons des combattants des deux côtés. Combattants avec une cause, même si la cause est absente. Les différents personnages représentent leur société d'une certaine manière tout à fait. Nous ne savons pas grand-chose. Je me mets en téléspectateur israélien. Les Israéliens juifs ont un imaginaire de la société arabe. Mais là, dans la série, nous voyons quoi? Nous voyons des femmes, encore une fois, des femmes stéréotypées qui acceptent le pouvoir de l'homme, qui acceptent le pouvoir de la tradition. Nous sommes dans un cadre du Hamas, c'est-à-dire une organisation religieuse. Toutes les femmes sont couvertes, mais lorsque la femme d'Abu Ahmed, le terroriste de la première saison, décide qu'elle ne supporte plus la vie qu'on lui impose, elle décide à partir et accepte l'aide des Israéliens pour repartir à Berlin. Elle a de la famille à Berlin, elle a peut-être même été élevée à Berlin, et dès qu'elle quitte le territoire, elle retire son voile. C'est-à-dire, et on voit une femme qui est une femme tout à fait moderne, qui n'est pas voilée, qui porte des pantalons, qui est une femme qu'on pourrait rencontrer dans n'importe laquelle de nos rues. Ce qui est intéressant avec les personnages, le va-et-vient entre le personnage joué dans la série et le personnage des acteurs. La quasi-totalité, la majorité des acteurs israéliens de l'unité infiltrée ont servi dans une unité d'élite dans les territoires occupés. Donc, ont connu cette réalité. On a très clairement fait jouer, pour des raisons que j'ignore, enfin, ça n'a pas été dit clairement, on peut s'imaginer, tous les acteurs qui jouent des rôles des Juifs sont des Juifs et tous les acteurs qui jouent des rôles des Arabes sont des acteurs arabes israéliens. Une partie d'entre eux sont très connus même en Israël. Pas la majorité, c'est surtout les plus âgés. Ce qui est très intéressant, c'est que même Abu Ahmad, le grand terroriste de la saison 1, est un grand militant de la pacifiste en Israël. Et ça, c'est très intéressant. En tant qu'acteur, ils côtoient totalement la société juive et font partie d'une élite intellectuelle du monde du cinéma israélien. Ils sont tous, y compris l'actrice française franco-libanaise, je pense, Laetitia Haïdou, qu'on connaît en France de plusieurs films qu'elle joue en France. Elle dit clairement je n'aurais pas pu participer dans un film série qui ne faisait pas la promotion de la rencontre et de l'entente et de la coopération israélo-palestinienne. Mais Doron a été dans ce genre d'unité après son service militaire, c'est-à-dire il a été militaire de métier. Sagui, le dernier arrivé, lui aussi il dit j'ai été commandant à l'armée. C'est pas tous les acteurs, mais une bonne partie d'entre eux. Et ça, c'est très intéressant. Un autre élément qui s'ajoute à ça, et j'élargis votre question, c'est les concepteurs de la série, qui sont Avi Sasrarov, qui est un journaliste spécialiste des questions des territoires, et il y aura celui qui joue Doron. Et les deux ont tenu vraiment énormément d'interviews dans lesquelles ils disent nous connaissons que l'aspect héroïque des combattants, mais ces héros, ces mêmes personnages ont aussi leur traumatisme.
Et de l'autre côté, Gaza et la Cisjordanie sont un monde entier de culture, de tradition, de langue, etc., que le public israélien ne connaît pas. Ils tiennent à peu près le même discours. Et en fait, ça ne se passe pas de l'autre côté des 7 montagnes, ça se passe à 20 minutes de Tel Aviv. En même temps, les deux insistent sur le fait que la série, alors ça chacun de nous interprète comme il veut, n'est pas politique. Elle n'essaye pas d'être pédagogique, elle n'essaye pas de transmettre des valeurs. Tout simplement, nous avions envie de montrer à quel point la réalité est complexe. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire pour tout ce qui est, Rina, au niveau de l'amour, par exemple, parce que c'est quand même présent dans Fauda? Bien sûr. Alors, tous les amours sont des amours malheureux. Nous avons une grande histoire d'amour qu'on sait dès le début qu'elle ne peut pas se terminer bien. L'amour entre Doron, le héros, et la médecin palestinienne, qui est un amour passionnel et qui, bien sûr, se termine. C'est un amour auquel on a envie d'adhérer, on a envie que ça se passe bien. Elle est très belle, c'est un bel amour, mais ça n'aboutit, enfin, ça se termine par la mort, bien sûr. Mais ce n'est pas que cet amour qui se termine par la mort, c'est quand on voit toutes les histoires d'amour dans la série, y compris en Israël, euh, toutes les femmes, enfin toutes les femmes, elles sont toutes en fait, ne supportent plus cette vie de danger et de peur permanente. Et en fait, pratiquement toutes, pas toutes, hein, mais presque toutes abandonnent leurs hommes parce que cette vie leur est insupportable. Un autre amour qui se termine mal dans la 3e saison, qui est un peu différent, c'est Bachar, le héros naïf du début qui finit par devenir terroriste et qui permet son personnage et l'évolution du personnage et de la série, de la saison 3, nous permet de voir comment il est facile de devenir terroriste. Comment un jeune homme qui ne rêve que de devenir un grand boxeur, finalement, est victime des circonstances de la vie qu'il mène. Et lui-même a une histoire d'amour avec une bédouine, une fille bédouine, sa femme, d'un village bédouin dans le Negev, qui porte une double complexité. D'une part, elle est israélienne, et d'autre part, elle est bédouine. C'est pas très bon, quoi. Et en fait, ça aussi, c'est une histoire d'amour. Il rêve d'avenir, tous les amours rêvent d'un avenir pacifique, ailleurs, et finalement, cet amour aussi se termine mal. Et en fait, ce que nous voyons, c'est nous voyons une vie, une population qui a envie de vivre normalement, qui a envie de vivre une histoire d'amour, une vie normale avec des enfants, et en fait, personne n'arrive à vraiment avoir cette vie idéale, entre guillemets, cette vie sereine. Ce qui me ramène à l'idée de tout le monde veut la paix. Je ne pense pas qu'on puisse intervenir un des acteurs, des rôles joués par les acteurs, ou un habitant de la Cisjordanie, Gaza ou Israël, qui nous dirait « moi je veux la guerre ». Non, mais en même temps, on n'est dans aucun processus de paix actuellement, et ce que nous montre la série, c'est qu'en fait, on ne cherche pas la paix, on cherche tout simplement à gérer le conflit. C'est-à-dire, c'est pas pour demain que des amours tels qu'on a vus pourraient aboutir. Rina Cohen, merci pour cette intervention dans cet épisode 73 d'Histoire en série sur la série israélienne Fauda.
vous avez donné une petite bibliographie indicative qui permettra, comme toujours, aux auditeurs et aux auditrices d'aller un peu plus loin et de bien comprendre, surtout dans ce cadre-là qui est assez complexe, et vous l'avez bien montré tout au long de l'émission. Alors, on rappelle aussi que notre partenaire nonfiction.fr rediffuse un résumé des émissions avec les liens pour aller les écouter. Et puis, Rina, j'espère qu'on pourra peut-être se retrouver pour une nouvelle série israélienne bientôt, parce qu'effectivement, Israël, il y avait eu un reportage il y a quelques temps, terre de séries, beaucoup de séries parlent d'Israël, parlent de la Palestine et parlent de ce conflit, vous l'avez dit, qui s'éternise. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous, en Occident, de comprendre tout cela. Merci Rina, et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger animal.